Avant de préparer cette vidéo, j'avoue, je m'étais jamais posé la question de quel était le fruit le plus cher jamais vendu de l'histoire. Malgré moi, je pense que j'ai quand même trouvé la réponse. Je vous explique ça dans quelques minutes. Salut à tous, bienvenue au Morning Brew, moi c'est Franck et je vous présente les petites actus pépites de la semaine. Au sud-ouest du Newfoundland, au Canada, près de Cape Ray, des chercheurs tentent d'identifier une épave récemment retrouvée échouée par les habitants du coin. Un photographe du nom de Corey Purchase a entendu parler de l'épave et s'est empressé de sortir un drone pour capturer ces magnifiques images. Neil Burgess, le président de la Société de conservation des épaves de navires du Newfoundland et Labrador, après avoir visionné diverses vidéos et photos de l'objet, a dit qu'il estimait son âge à environ 200 ans. Il a également dit qu'une fois des analyses effectuées sur les types de bois utilisés, l'origine du bateau pourrait être également estimée, étant donné que différentes régions du monde utilisaient différents matériaux pour la construction de leurs navires. Il mentionne également qu'il existe des bases de données concernant des navires perdus aux alentours de Cape Ray qui permettraient potentiellement d'obtenir de plus amples informations. À ce jour, selon le photographe Corey Purchase, l'explication la plus probable pour l'apparition soudaine de l'épave historique se trouve dans le passage de l'ouragan Fiona qui avait frappé la région en septembre 2022. Celui-ci aurait pu déterrer l'épave engloutie jusqu'à là avant qu'elle ne soit emportée vers les terres du Newfoundland par divers courants et ou tempêtes. Au moment où j'écris cette vidéo, aucune expertise n'a été réalisée sur l'épave, mais on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles informations tout bientôt. À Stevenage, dans le Hertfordshire, en Angleterre, un homme a été contrôlé par la police pour une raison surprenante. En effet, l'homme était simplement en train de courir avec un réfrigérateur fixé au dos. La police, évidemment interloquée, a donc arrêté Daniel Fairbrother, pensant qu'il pourrait être le voleur de frigo le plus grillé de tous les temps. Mais non, en réalité, Daniel s'entraînait pour un tout autre record, celui du temps le plus rapide pour compléter un marathon tout en portant un appareil d'électroménager. Alors oui, c'est complètement con, mais surtout, c'est vraiment impressionnant quand on sait que le record du monde actuel, qu'il est en train d'essayer de battre, est détenu par un certain Sam Hammond en 4h52. Et en plus de ça, c'est surtout une très belle aventure qu'entreprend Daniel. Tout cela, il le fait dans le but de lever des fonds pour Diabetes UK, une organisation caritative pour le traitement et la prévention du diabète, suite au diagnostic d'un diabète de type 1 chez le meilleur ami du coureur. Le jour de la marmotte, ça vous parle? Alors si vous avez vu le film Un jour sans fin, vous savez de quoi je vais parler. Pour les autres, je vous préviens, c'est un petit peu chelou. Célébrer le jour de la Chandeleur, donc le 2 février, le jour de la marmotte, est une tradition observée dans plusieurs villes des États-Unis et du Canada qui a débuté dans les années 1800 et qui consiste à observer la sortie d'un terrier de marmotte afin de déterminer quand aura lieu le changement de saison. An early spring is on the way! Et là, vous vous dites que c'est complètement débile. Mais attendez, je vous explique comment ça fonctionne. Si en sortant de son terrier, la marmotte ne voit pas son ombre, c'est que le printemps arrive bientôt. En revanche, si celle-ci voit son ombre, c'est que le printemps arrivera seulement 6 semaines plus tard. Du coup, je vous confirme que oui, effectivement, c'est complètement débile. Mais en vrai, c'est aussi un petit peu plus fascinant que ce que je pensais à la base. Car si on cherche les origines de la tradition, on se rend compte que ça revient très rapidement en Europe. Et là, je vais citer Wikipédia, donc si ça vous pose un problème, tant pis pour vous, on n'est pas au lycée, hein. Et si j'ai tort, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Les traditions liées au réveil des animaux, dits dormeurs, à la Chandeleur, sont d'origine européenne. Selon les pays et les latitudes, l'animal attaché à ce folklore change. Selon Paul Sébillot, un ethnologue folkloriste français, c'est à l'ours que la majorité de ces traditions est attachée. Dans les Pyrénées, en Bigorre, on disait qu'à la Chandeleur, l'animal sortait de la grotte où il hibernait, inspectait le ciel, et si celui-ci était dégagé, retournait dans son gîte pour 40 jours. Dans le Limousin, il s'agit du loup, en Lorraine, de la loutre, en Irlande, du hérisson, etc. En prenant pied sur le continent américain par les émigrants, la tradition s'est attachée à l'animal hibernant le plus répandu, la marmotte. Ah, et si jamais ça vous intéresse, Phil de Punxsutawney en Pennsylvanie, la plus connue des marmottes de Groundhog Day, n'a pas vu son ombre.
Coup dur pour Richard Plot, un Français de 47 ans qui a tenté la construction de la plus grande structure fabriquée en allumettes. Après avoir passé environ 4200 heures sur plus de 8 ans à assembler les quelques 706 900 petits bouts de bois, celui-ci a vu son record lui filer sous le nez sans même que l'organisation des Guinness World Records ne jette un œil à sa construction. Pourtant, le record précédent était bel et bien battu de plus de 70 cm. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a refusé d'y jeter un œil ? À cause d'un petit problème technique en fait. Vous le savez très certainement, pour battre un record du monde Guinness, il faut se soumettre à quelques règles bien définies afin que celui-ci puisse être considéré comme légitime. En l'occurrence, les règles ici sont les suivantes. La structure doit être construite à partir d'allumettes disponibles à l'achat au grand public, elles ne doivent pas avoir de pointe rouge inflammable et elles ne doivent pas être coupées, désassemblées ou déformées au point où elles ne peuvent plus être identifiées comme étant des allumettes. Le souci, c'est que notre bon Richard, lui, forcément, il a fini par en avoir marre de devoir découper les petits bouts rouges des allumettes comme ça, un à un, parce que ça prend du temps, et puis quand il t'en faut plus de 700 000, je comprends que ça te saoule au bout d'un moment. Du coup, il a évidemment appelé un fabricant français d'allumettes, histoire de commander directement les petits sticks de bois sans leurs petits embouts inflammables. Et malheureusement, c'est précisément ça qui lui a coûté son record. J'avoue, je sais pas trop quoi en penser. Je comprends que c'est pas tout à fait des allumettes de grande consommation trouvables n'importe où, et que retirer les petits bouts rouges des allumettes individuellement, ça fait partie de la performance du record également. Mais d'un autre côté, je me dis aussi que notre bon Richard, il a quand même évité un sacré gâchis en faisant comme ça. Le citron de Christophe Colomb. C'est en Angleterre, à Shropshire, qu'un fruit a récemment été vendu aux enchères. Oui, j'ai bien dit un fruit vendu aux enchères. C'est la maison de vente Brettels Auctioneers qui a procédé à la vente du fruit. Celui-ci avait été découvert par hasard dans le tiroir d'une armoire du 19e siècle qui devait à l'origine être le sujet de la vente. Mais en fait, ce qui est marquant avec ce citron et qui explique le prix auquel il est parti, c'est son âge. 285 ans. Oui, ça veut donc dire que ce fruit-là date d'avant la Révolution française et de la déclaration d'indépendance et donc la création des États-Unis. Le truc est quand même plus vieux que l'invention de l'automobile et de la photographie. En tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire quand on lit des inscriptions qui ont été gravées dessus, données par Monsieur P. Lu Francini le 4 novembre 1739 à Mademoiselle E. Baxter. Et j'avoue que je suis un peu confus pour deux raisons. Déjà, qui offre un fruit à quelqu'un d'autre ? Et surtout, pourquoi est-ce que tu graverais ces informations sur un fruit qu'on t'a donné ? Ou alors, je sais pas, il y a peut-être une notion de romantisme qui a complètement été perdue avec le temps. Enfin bref, le fruit a fini par être vendu au prix de $1780, soit $1740 de plus que la commode dans laquelle il avait été retrouvé, qui elle du coup est partie à $40. Le 11 février marquera le 40e anniversaire de l'atterrissage de la navette spatiale Challenger de retour de la mission STS-41B. Cette mission, qui donc remonte à 1984, aura duré seulement 7 jours. Mais par contre, elle est connue pour un événement bien particulier. La sortie de Bruce McCandless, le premier homme de l'histoire à flotter librement dans l'espace, c'est-à-dire sans être relié d'une quelconque manière à son vaisseau spatial. Si vous avez à peu près mon âge, vous avez très certainement été fasciné par la photo de l'événement présente dans les fonds d'écran de base de Windows XP. Et cet exploit, il le réalise le 7 février à l'aide d'un petit jetpack lui permettant de se propulser librement en 3 dimensions autour de la navette. La célèbre photo a donc été prise alors que Bruce flottait à plus de 100 mètres de là où il était parti, seul, plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. C'est des images que moi je trouve absolument vertigineuses. Je veux dire, faut imaginer le mec, il est tout seul dans l'espace. Personne n'a jamais été aussi loin de quoi que ce soit. Genre, t'as toujours été à moins de 100 mètres de quelque chose. Pas lui. Aujourd'hui, bien que les sorties extravéhiculaires se fassent toujours, le petit jetpack là, il s'en serve plus. Et il a été remplacé par des bras articulés qui sont en réalité quand même beaucoup plus sécurisés pour les astronautes. Est-ce que vous connaissez Sévrance ? Si vous connaissez pas, c'est pour moi juste une des meilleures séries du 21e siècle et c'est à peu près tout ce que je vais dire. Sincèrement, moins j'en parle, mieux c'est. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est disponible sur Apple TV+, que c'est réalisé par Ben Stiller et je vous promets, ça vaut clairement le coup de cramer l'essai gratuit d'Apple TV là-dessus. Si vous voulez vous garder la surprise, n'allez pas voir les trailers. À la place, je vous recommande plus d'aller regarder la séquence titre de la série qui devrait amplement suffire à vous intriguer sans pour autant vous spoiler quoi que ce soit. Et comme d'habitude, c'est disponible en premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, on s'abonne si on aime bien. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Morning Brew. Bisous.